moi des panels. Ok, donc avant de parler à proprement parler de chacun de nos deux posters que vous pourrez retrouver dans le hall, du coup, on va quand même vous donner quelques éléments de contexte, parce qu'ensuite on va s'appuyer sur des résultats d'expé. Donc juste pour vous dire un peu la genèse de ces expés. Donc tout d'abord, pour la partie vraiment production estivale avec des cultures multicoupes, on a décidé d'étudier du coup ces espèces multicoupes parce que donc, vous retrouvez ici la pousse de l'herbe en vert telle qu'on la connaît actuellement, quand elle est idéale. Et puis en rouge, vous retrouvez l'évolution probable qu'elle va avoir avec le changement climatique. Et en fait, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire l'été? Parce que en fait, l'été, la période estivale où ça ne pousse plus, va s'allonger. Et puis le trou de l'été va être encore plus profond qu'il ne l'est actuellement. Et donc, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir produire l'été? Et c'est là que s'est posée la question des cultures fourragères d'été multicoupes. Pour la partie monocoupe, il y a eu quelques mouvements. Pour la partie monocoupe, pardon, donc plutôt voie de stockage, avec les sorgho monocoupes et les maïs fourragers dont vous parlera Silver, on a constaté que les étés étaient de plus en plus marqués par des coups de chaud et des forts déficits hydriques. Et on s'est rendu compte qu'il y avait du coup des fluctuations interannuelles des rendements. Donc sur le graphique, vous avez les rendements en tonnes de matière sèche par hectare du maïs, en Normandie pour le vert et en Grand Est pour le orange. Et vous constatez que d'une région à l'autre, on n'est pas impacté de la même manière. Sur le Grand Est, on voit, on vous a mis les étiquettes de rendement pour les valeurs les plus extrêmes. On voit qu'on peut passer de 8 tonnes à 14 tonnes à 2 années d'intervalle, alors qu'en Normandie, on est quand même un peu plus stable. Du coup, on s'est dit, bah voilà, ça complexifie quand même la gestion des stocks fourragers. Donc, est-ce que le sorgho monocoupe serait une alternative ou non? Encore quelques éléments avant de passer vraiment à la présentation des posters. On va vous parler grosso modo tout le temps de plantes en C4. Donc les plantes en C4, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des plantes qui sont différentes des plantes en C3. Donc pour les différencier, en fait, c'est juste leur mode de fixation du dioxyde de carbone qui est différent au sein même de leurs cellules. Soit elles fixent une molécule de carbone à 3 carbones, soit elles fixent une molécule de carbone à 4 carbones. Et en fait, les plantes en C4, leur mode de fixation leur permet d'avoir un meilleur rendement photosynthétique en présence de plus de luminosité et de température élevée. Donc normalement, elles sont plus adaptées au changement climatique. Donc, quelle alternative on a face au contexte que nous a dressé Carole et quelles cultures estivales peuvent être intéressantes? Et on va, juste avant de rentrer dedans, faire un tout petit focus sur les sorgho avec un S pour bien décrire la diversité des sorgho. Et puis, derrière ce qu'on va vous présenter, on aura toujours la question de quel usage. Est-ce que c'est pour du stock? Est-ce qu'on peut aussi le valoriser en pâturage? Voilà. Toutes les plantes ne se valoriseront pas de la même façon. Et alors, c'est en plus petit, mais ce sera toujours sous-jacent la place dans le système, puisqu'on aura des cycles qui peuvent être un petit peu différents, notamment du maïs, la culture estivale aujourd'hui, qui est la plus courante. Donc, si on fait un petit zoom sur les sorgho, aujourd'hui, les sorgho, il y a deux grandes familles qu'on retrouve. On retrouve les sorgho bicolores, dans lesquels on trouve les sorgho qui sont récoltés en grains classiquement, et dans lesquels on trouve également les sorgho fourragers monocoupes, donc qui ont un cycle assez long et sur lesquels on ne fait qu'une seule coupe, comme leur nom l'indique. Et à côté de ça, on a les sorgho drumondis, ou Soudan grasse, assez souvent appelés, dans lesquels on a des cycles beaucoup plus courts qui ont tendance à taler un peu plus que les sorgho monocoupes, et donc on peut récolter plusieurs fois durant la période estivale. Et entre les deux, on a des hybrides de ces deux espèces. Donc on a des hybrides qui sont plutôt conduits en général en sorgho multicoupe. En gros, ils ont des caractéristiques de fertilité de la panicule. On va pouvoir parler de panicules fertiles. Donc, c'est des sorgho qui font des grains. Donc, on va trouver un peu d'amidon, plus ou moins. Vous verrez qu'on parlera de type grain quand ils ont tendance à faire un peu plus d'amidon dans leur valeur alimentaire, et type sucrier à défaut quand ils font moins d'amidon mais qu'ils ont une valeur par des sucres solubles en valeur alimentaire. On a des mâles stériles, qui vont fleurir, mais qui ne feront pas de grains fertiles, donc très peu d'amidon, pas du tout. Et puis, on a enfin des photopériodiques sensibles, donc qui sont sensibles à la photopériode, et donc qui, sous nos latitudes, ne fleurissent pas, donc font uniquement de la biomasse verte, et donc pas d'amidon, et donc pas de grains.
Et puis enfin, on entend souvent parler du caractère BMR ou non. On ne s'atteindra pas forcément dessus, c'est souvent synonyme d'une meilleure valeur alimentaire et plus de digestibilité. Quand on parle des variétés, en général, on a aussi cette approche UFL ou classe dans les classes CTPS. Donc pour commencer, un des posters que vous pourrez retrouver donc dans le hall, on a travaillé sur les espèces multicoupes, donc qui ont vocation à être soit récoltées, soit pâturées. On les a travaillées dans le cadre du projet 4 protéines. Donc vous avez ici la carte du réseau d'essais. On retrouvait des essais dits d'acquisition. On a fait en fait un suivi un peu plus poussé sur la cinétique des valeurs alimentaires au cours du premier cycle de production et du deuxième cycle. Donc quatre plateformes. Vous retrouvez aussi des plateformes dites de démonstration où là, on a allégé un petit peu le suivi en cours de cycle. Et en fait, on est venu semer des graminées et en perpendiculaire des légumineuses pour étudier l'impact et l'intérêt d'une association graminées-légumineuses en période estivale. D'un point de vue espèces qu'on a testées, donc vous retrouvez en fait plusieurs espèces de graminées, donc en C4, qui ont été étudiées aussi bien sur les sites d'acquisition que de démonstration. Donc on avait 5 sorgho multicoupes, on en avait 4 en fait où on croisait BMR, pas BMR, hybride, pas hybride, un 5e qui était PPS. On avait du mois, du millet perlé et du tève grasse. Toutes les plateformes ont été implantées deuxième quinzaine de mai, en 2021 et en 2022. Donc avec 2 années hyper contrastées d'un point de vue climatique. Donc ça tombait bien pour l'objectif de cette étude. D'un point de vue conduite des plateformes, de la fertilisation azotée en tenant compte du précédent de culture, une fumure de fond et du cholage en fonction d'une analyse de sol. Et puis concernant les doses de semis, on s'est rapproché de semenciers qui nous ont conseillé. Pour revenir du coup sur l'aspect hyper contrasté climatiquement entre ces 2 années, je vous ai remis ici les données de la station météo de la ferme expérimentale des Bordes qui a accueilli un essai d'acquisition. Et en fait, en 2021, quand on fait le bilan hydrique simplifié, donc précipitation moins ETP, on est à moins 111 mm sur la période du 1er mai au 30 septembre. En 2022, on est grosso modo à moins 470 mm. C'était le record depuis le début des années 2000. Donc vraiment très contrasté entre 2021 et 2022. Si on passe donc directement aux résultats de productivité des plateformes dites d'acquisition, donc vous avez bien les résultats ici des 4 plateformes et des 2 années. Premier gros résultat à retenir, c'est qu'il n'y a pas de différence significative quand on prend une espèce et qu'on compare son rendement en 2021 à celui de 2022. La différence, elle est environ d'1 tonne de matière sèche par hectare, ce qui est quand même très faible par rapport à la différence climatique qu'on a eue entre les 2 années. D'un point de vue valeur alimentaire, au premier cycle, on était sur des valeurs alimentaires autour de 13% pour la MAT. On allait de 11,2 à 15,3. Et puis au deuxième cycle, ça diminue un petit peu. On allait de 8,1 à 11,5% de MAT. Quand on regarde le classement des espèces qu'on a testées, on trouve en grosso modo 2 groupes avec en pole position les 4 sorgho multicoupes, donc les 5 à l'exception du sorgho PPS. Et puis ensuite, on retrouve donc ce PPS, le mois, le millet perlé. Et puis le tève grasse est ici en queue de peloton, mais il faut savoir que le tève grasse n'a pas forcément été exploité à l'optimum dans les plateformes. La récolte du tève grasse a été déclenchée en même temps que les autres espèces, sauf qu'il n'a pas du tout le même cycle de développement. Donc on ne l'a peut-être pas géré à l'optimum dans ces essais-là. D'un point de vue valeur alimentaire, donc tout le suivi cinétique qu'on a pu faire sur les plateformes d'acquisition, on a analysé donc les valeurs alimentaires en termes de MAT et d'UF. Et on constate que pour le prélèvement, donc on avait un prélèvement à épi à 10 cm du plateau de talage, donc c'est les données tout à gauche. Dernière feuille étalée, épiaison et floraison. Pas trop de surprises. Comme pour les espèces qu'on connaît, les espèces prairiales habituelles, on a une diminution des valeurs alimentaires. Et la diminution, elle est d'autant plus forte entre le stade épi à 10 cm du plateau de talage et dernière feuille étalée. Grosso modo, quand on est à épi à 10 cm du plateau de talage, ça peut convenir à des animaux à fort besoin et pourquoi pas du coup valoriser ces espèces-là au pâturage.
sachant que quand on est à pied à 10 cm du plateau de talage, on est à peu près aux 60 cm de hauteur du sorgho. Donc le seuil critique pour éviter des risques de toxicité. Ensuite, quand on arrive à dernière feuille étalée, bon là ça convient, mais pour des animaux qui ont quand même des besoins plus modérés. Et c'était à peu près le stade de récolte de nos plateformes. Dernier résultat sur cette partie multicoupe, la contribution des légumineuses dans le rendement sur les plateformes dites de démonstration, où on avait toutes les associations. Donc ici, vous avez donc, par ligne les graminées qui étaient implantées, et puis par colonne les légumineuses. Pour les graminées, du haut du tableau, on va de la graminée la plus concurrentielle vers le bas, la plus sociable. On se rend compte qu'en fait, plus on descend dans le tableau, plus on est sur les espèces les moins développées en hauteur pour les graminées. Donc typiquement, mettre une légumineuse avec un sorgho multicoupe, Soudane grasse ou Soudane bicolore, qu'il soit BMR ou non, ça ne semble pas hyper intéressant parce que la légumineuse, on ne va pas forcément la retrouver dans le rendement. Quand on regarde les légumineuses, de la gauche vers la droite, c'est de la moins productive à la plus productive. C'est l'espèce velue qui sort un peu plus du lot. Elle a elle a mieux contribué que les autres légumineuses au rendement. On a aussi pu observer un gradient nord-sud pour les légumineuses, et en particulier pour le copier et le lablab, qui étaient conduits ici non inoculés. Et par contre, on le voyait plus se développer dans les plateformes du sud Loire que dans les plateformes du nord Loire. Alors, on va poursuivre sur les résultats qu'on a eus sur les sorgho fourragers monocoupes. Rapidement, les sorgho fourragers monocoupes, aujourd'hui, on les a mis nous, en concurrence avec le maïs, en comparaison avec la référence du maïs fourrage, puisqu'ils sont conduits dans l'objectif de faire des stocks fourragers pour l'hiver ou pour des périodes où il n'y a pas de fourrage à aller pâturer sur la période estivale. Donc, ce qu'on a observé, c'est ce qui était déjà plus ou moins connu, hein, c'est un démarrage qui est beaucoup plus lent que le maïs. Il est long à l'implantation, on le sème aussi globalement plus tard qu'un maïs si on est sur un maïs en date optimale. Par contre, il a tendance à rester vert beaucoup plus longtemps et donc il a une capacité à refaire de la biomasse en fin de cycle et notamment au mois de septembre, lorsque le maïs, lui, poursuit sa maturité naturelle avec l'accumulation de matière sèche et donc les grains qui continuent de sécher. Petite question, quand on a une plante qui est quand même capable de continuer sa production sur le mois de septembre, c'est à quel moment on va la chercher et est-ce qu'on est une plante qu'on est capable de récolter à des teneurs en matière sèche suffisantes pour la conserver correctement durant l'hiver pour la redistribuer. Donc on a un réseau d'essais, donc certains essais sont les mêmes que ceux qui ont été présentés par Carole, on les retrouve, hein, c'est les 7 essais culture d'été fourragère dans lesquels on avait également des sorgho fourragers monocoupes et des maïs, donc j'ai pu remobiliser ces données-là, et puis on a 5 autres essais qui ont été mis en place spécifiquement pour étudier les sorgho fourragers monocoupes face au maïs, donc avec des sites un petit peu partout en France entre 2021 et 2023. On est dans ce que je vous présente que sur des semis deuxième quinzaine de mai, donc du 15 mai à tout début juin, donc plutôt des semis tardifs qui étaient adaptés au sorgho, mais qui sont tardifs pour le maïs que l'on met en comparaison. Alors, pour regarder ça, j'ai trié les données, on a regardé le potentiel de l'année, donc le potentiel de l'année, on l'a jugé par rapport à notre témoin, le maïs fourrage, en mettant les essais qui avaient des potentiels en maïs fourrage contre des rendements maïs fourrage supérieurs en stone ou inférieurs en stone, puisqu'on a vu que même en 2022, certains essais avaient des très bons potentiels, puisqu'ils avaient été arrosés par des nuées d'orage, entre autres, et donc on avait des bons potentiels de maïs, même sur des années qu'on aurait dit très sèches. Et le deuxième critère en croisée, c'est la date de récolte du sorgho. Est-ce qu'on a été le chercher quasiment dans la foulée du maïs et dans la semaine, toute la parcelle était nettoyée, ou est-ce qu'on lui a laissé le temps de faire cette biomasse supplémentaire et ça a été cherché entre 8 et 30 jours. En réalité, tous les essais qui sont dans cette catégorie-là ont été cherchés entre 15 et 30 jours après la récolte des maïs. Donc on va retrouver les résultats selon ces 4 classes-là. Donc si on regarde ce que ça donne, vous retrouvez tout à droite les années plutôt faible potentiel, des maïs inférieurs à 11 tonnes, avec d'abord des récoltes qui étaient globalement isodate maïs, et puis ensuite des récoltes 15 à 30 jours après le maïs. Ce qu'on voit, c'est que
les sorgho, globalement, arrivent dans les mêmes ordres de grandeur que le maïs. Il y a très peu de différences statistiques. À chaque fois, c'est plutôt de la tendance. Et si on les laisse 15 à 30 jours supplémentaires, ils arrivent à faire 2 tonnes 5 supplémentaires sur cette période-là. Et donc, on a juste un ordre hiérarchique qui s'inverse sans toujours de différence statistique. D'un point de vue sur les bonnes années, on a un peu le même schéma, sauf que si on va chercher le sorgho en même temps que les maïs, si on n'a pas ce temps supplémentaire ou si on ne laisse pas le temps supplémentaire au sorgho, c'est le maïs qui arrive 2,5 tonnes à 3 tonnes au-dessus des sorgho. Et puis si on laisse ces 15 à 30 jours supplémentaires au sorgho, si on les a également, les sorgho arrivent à compenser ce retard et reviennent dans les mêmes ordres de grandeur en termes de rendement que le maïs. Donc, globalement, ce qu'on en retient, c'est qu'on a des sorgho qui sont capables de concurrencer sur des semis plutôt tardifs des maïs fourrage, mais ils ont besoin de temps pour bien l'exprimer sur la période de septembre, donc il faut avoir aussi ce temps-là. Hein. Si on regarde sur les types, globalement, on a des types qui se sont hiérarchisés un peu de la façon suivante, avec sucrier mal stérile en tête, les PPS ensuite, mais qui ont été un peu pénalisés dans les essais bretons, peut-être besoin en température un peu supérieur aux autres types, mais ça c'est plutôt une hypothèse. Et puis des types grains qui sont plus proches des cycles classiques des maïs, donc qui arrivent un petit cran en dessous. Et on rappelle que les maïs qui étaient semés globalement un peu plus tard, donc qui ont pu être pénalisés, les 600 kg de matière sèche par semaine de retard au semis pour un maïs, c'est des données qui sont issues de réseaux d'essais qui ont été conduits dans les années 2014 à 2017. Et c'était une grande tendance, mais ce qui n'est pas vrai tous les ans. On ne l'a pas observé, par exemple, sur nos essais cette année, en 2023, sur le site de la Jaïa. Mais en tendance, on a tendance à perdre en matière sèche. Donc si on sème plus tard, la question c'est comment on valorise ce temps supplémentaire au printemps pour faire des productions fourragères. En teneur en matière sèche, selon les types, puisque là c'est des sorgho qui vont être récoltés et stockés, il faut avoir une conservation, il faut avoir une teneur en matière sèche adéquate pour la conservation. Les sorgho grains, il n'y a pas de souci, on arrive à les emmener à des teneurs en matière sèche supérieures à 30, donc on devrait arriver à les conserver sans trop de soucis. On est même monté parfois un peu haut, supérieur à 35% de matière sèche. Sucrier mal stérile, 25-27% de matière sèche. Donc on est peut-être sur une fourchette basse, mais on devrait réussir à les conserver sans avoir trop de pertes par jus, voire pas du tout. Hein. En dessous 25, on commence à avoir des risques de perte par jus. Et puis les photopériodiques sensibles, eux, arrivent quand même à des teneurs en matière sèche assez faibles, 19-22% de matière sèche. Donc là, en culture seule, on risque d'avoir des pertes par jus et donc des pertes de matière sèche et de valeur alimentaire. Donc couramment, ces types-là sont cultivés en mix avec un mal stérile ou un type sucrier au champ, pour augmenter notamment ces teneurs en matière sèche. Valeur alimentaire, je ne vais pas m'attarder dessus, mais on avait des choses qui étaient adaptées, on avait choisi des variétés qui étaient adaptées pour aller sur des animaux à bon besoin, donc on avait pris des variétés qui étaient plutôt dans le haut du panier en termes de valeur alimentaire, donc on retombe sur des choses auxquelles on pouvait s'attendre. Donc à la limite, je vous renvoie sur d'autres publications, que ce soit sur la valeur alimentaire ou sur les valorisations qui ont pu avoir lieu, notamment dans le cadre de journées AFPF, entre autres. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur les cultures fourragères et sur les sorgho. Et puis on remercie tous les sites qui sont apparus dans ces réseaux d'essais. Merci. Merci Sylvain et Carole. Donc, comme les autres sessions, on va passer un petit moment de questions. Est-ce que certaines d'entre vous ont des questions ? Oui. Merci. J'avais 2 questions. Je n'ai peut-être pas très bien écouté au début. Est-ce que c'était bien sur azote, donc quantité de fertilisation comparable, sur densité de graines comparable à travers de vos essais? Et est-ce que vous avez aussi regardé l'effet sur le sol? Est-ce que vous avez mesuré le nitrate ou le carbone, par exemple, au début, et regardé si c'est un effet différent à travers de votre gradient climatique ou de deux
Alors, sur les conditions de conduite, on est sur de la pratique, je dirais, agriculteur. Donc, on était azote équivalent pour la partie monocoupe, azote équivalent entre maïs et sorgho. Mais dans une pratique agriculture, on n'était pas en non limitant forcément en azote. On a mis des doses qui auraient été pratiquées dans cette parcelle-là. Dose de semis classique pour des sorgho, on était souvent aux 220 000 graines, donc il peut être parfois un petit peu élevé, mais voilà, c'était sur une dose assez classique en sorgho fourragé monocoupe. Et puis la dernière question, effet sur le sol, n'a pas été mesuré sur le reliquat ou sur ce qui pouvait être post-récolte. Je pense qu'on aura un effet qui aurait pu être assez différent, rien que par le fait de la durée de la culture, puisqu'on ne va pas les chercher en même temps, donc avec la vie du sol qui continue. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été mesuré. C'était pas irrigué? Non irrigué. Sur tous les sites, en tout cas dans le réseau que j'ai présenté, je crois. Pour la partie multicoupe, la fertilisation azotée, c'était vraiment géré par rapport au précédent, précédent cultural. Donc on n'est pas à même dose sur tous les sites. On est plutôt sécuritaire quand même. Et pas d'irrigation non plus, pas de mesures sur le sol. Et l'autre question, les doses de semis, donc pour le coup, c'était vraiment les mêmes sur tous les sites. Est-ce qu'on a d'autres questions? Du côté des étudiants, peut-être? Non? Oui, Luc. Attends. Ouais, alors du coup, c'est la MAT que j'ai affichée, c'est pas les PDI. Non, mais là, stop. À la floraison, là, il y a des valeurs UF qui sont... C'est l'histogramme, non? C'est les points? Les UF, c'est les points, la MAT, c'est les histogrammes. Donc MAT, ordonnée en bas de gauche. Elle dégringole. Elle dégringole, ouais. Elle dégringole, entre épiaison et floraison, elle est quand même plutôt stable. Hein. C'est vraiment entre épi 10 cm, dernière feuille étalée, et dernière feuille étalée et piaison, là on perd encore un peu. Mais après, elle est plutôt stable. Ça tient du papyrus, là? Presque. Donc j'ai vu que vous avez testé des légumineuses avec ces graminées tropicales, on va dire. Oui. Finalement, il y a deux espèces tropicales, la blabe et copie, et les autres espèces qui vont, on va dire, d'origine tempérée, plus ou moins tempérée. Vous auriez là des recommandations à préconiser dès maintenant, ou finalement, ouais, quelle est un peu la philosophie? Est-ce qu'il faut aller chercher sous prétexte, pour la raison qu'on aurait une graminée tropicale, est-ce qu'il faut aller chercher une légumineuse tropicale, ou bien finalement on a des légumineuses tempérées qui font bien le boulot? Je pense que du coup pour le lablab et copie là qui n'était pas inoculé, je pense que c'est trop tôt pour tirer des conclusions. Quand on aura le bon inoculum, ce sera sûrement pas les mêmes résultats, en tout cas on l'espère. Après, là la question c'était vraiment l'intérêt de la légumineuse dans le rendement et en contribution en valeur alimentaire, que ce soit une légumineuse tropicale ou non. Dans le rendement, je pense que c'est pas là-dessus qu'il faut aller chercher. On voit qu'elle contribue très peu. En termes de valeur alimentaire, c'était moyen bof aussi. Donc là, la légumineuse, en fait, son intérêt, ce serait peut-être plutôt sur la culture qui suit ou d'un point de vue couverture du sol pour gérer le salissement. Mais pour le moment, enfin en tout cas de ce qu'on a vu dans ces essais-là, introduire une légumineuse avec des graminées de ce style-là en été, ça ne porte pas vraiment ses fruits. Jean-Pierre Manteau, chambre d'agriculture de la Drôme. Et donc moi j'ai vu le site au lycée du Valentin. Vous aviez croisé pleine dose de sorgho avec pleine dose de légumineuses? Non, on avait réduit les doses de graminées et de légumineuses, enfin de graminées en particulier, pour laisser un peu de place aux légumineuses. Mais même en faisant ça, on n'a pas trop retrouvé les légumineuses, en tout cas pas sur tous les sites, quoi. Parce que le dispositif, en damier, ouais. Les bandes se croisaient. Alors, il y a des sites. Alors, j'ai pas vu les sites, hein,
en Ça me physique. surprend que ça soit demi-dose, parce que enfin, le souvenir que j'avais, c'est que ça se croisait. C'est pas demi-dose, c'est juste réduction. Ouais. Et de toute façon, le sorgho, si ça marche, il étouffe tout. Ben, c'est ça, en Donc, plus, si, avec si le sa hauteur sorgho de ne pousse pas, il n'y a développement. rien qui pousse. Donc, moi, je ne suis pas surpris du résultat. Hein. Ouais. Si vous voulez mettre quelque chose avec le sorgho, il faut le semer à 30 ou 40% de la dose. Mais quel est l'intérêt? Puisque c'est lui qui fait le rendement, et c'est lui qui a une bonne valeur UF, et c'est lui qui a de la MAT quand on va le chercher tôt. Là, c'était vraiment l'intérêt, c'est aller chercher de la MAT peut-être un peu plus tard, quoi. Mais vu que la légumineuse ne contribue de toute façon pas au rendement, quasiment pas, pour qu'elle contribue en MAT, il faudrait qu'elle soit bien plus présente que ça, quoi. Et ton graphique le montre. Hein. Ouais. Quand est-ce que tu produis de la MAT? Tu fais 17 à 18% au stade pâture. Donc C'est le ça. sorgho, ça se pâture. Tout à fait. Merci. On peut peut-être prendre une dernière question s'il y en a. Non, pas d'autres. Ben, merci à vous deux.